Bienvenue à tous à cette conférence de presse. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu réunir les 3 présidents de partis autour de cette table pour le lancement de la campagne contre l'initiative Entreprise responsable. C'est bien entreprise et pas multinationale responsable, on vous l'expliquera. Je pense que c'est assez rare d'avoir les 3 présidents de partis au lancement d'une campagne. C'est assez rare pour être souligné. Je suis très heureuse. C'est avec plaisir que je passe tout de suite la parole à Gerhard Pfister, président du PDC Suisse. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Medienschaffende, auch meinerseits danke für Ihr Erscheinen. Die Unternehmensverantwortungsinitiative will, dass die Unternehmen mit Sitz, Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in der Schweiz die international anerkannten Menschenrechte und Umweltstandards sowohl in Wien als auch im Ausland respektieren müssen. Soweit so gut. Für die CVP ist das Ziel dieser Initiative, Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden zu verhindern, unbestritten. Unternehmen müssen hier ihre Verantwortung wahrnehmen und sie tun es in ihrer ganz großen Mehrheit. Zentral ist aber, mit welchen Mitteln diese Verantwortungsübernahme geschehen soll und welche Wirkung damit angestrebt wird. Die Initiative fordert nämlich auch, dass Unternehmen für ihre Tochterfirmen haftbar gemacht werden können. Die Initiative hat also ein mögliches Ziel, wendet aber die falschen Instrumente an und verfehlt somit ihre Wirkung. Aus diesem Grunde haben sich die CVP-Delegierten deutlich gegen die Initiative entschieden und unterstützen stattdessen den indirekten Gegenvorschlag, der inhaltlich einen großen Teil der Anliegen der Initiative aufgreift, der aber im Gegensatz zur Initiative realisierbar ist und der Wirtschaft nicht schadet. Er tritt automatisch in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt wird. Die CVP ist überzeugt, dass der Gegenvorschlag der richtige Weg ist. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, beim Anwendungsbereich. Die Initiative suggeriert ja mit dem Namen, dass Konzerne betroffen seien. Einzig bei der Sorgfaltspflicht würde Rücksicht auf die KMU genommen werden, was keinesfalls bedeutet, dass sie davon ausgenommen sind. Und im Bereich der Haftung sieht die Initiative weder Rücksichtnahme noch Ausnahmen für KMU vor. Hier sieht der Gegenvorschlag eine wirksame, umsetzbare und zielführende Lösung vor. In Zukunft sollen für Publikumsgesellschaften und große Finanzinstitutionen eine Berichterstattungspflicht gelten, sowie für die Bereiche Konfliktmineralien und Kinderarbeit zusätzlich eine Sorgfaltsprüfung. Die Initianten werfen den Gegnern der Initiative vor, eine Berichterstattung sei nicht ausreichend, nur verschwendetes Hochglanzpapier und es bestehe dadurch keinerlei Verbindlichkeit. Es ist aber so, dass die Berichterstattungspflicht zu den Verwaltungsratspflichten gehört, bei denen Verwaltungsräte bei Nichteinhaltung persönlich haften. Abgesehen davon, dass 99% der Unternehmen heute schon ihre Verantwortung wahrnehmen, geht der Gegenvorschlag mit der Berichterstattung noch einen Schritt weiter, um die Menschenrechte besser zu schützen. Zweitens, ein großer Diskussionspunkt während der gesamten parlamentarischen Diskussion war die Haftungsfrage. Die Initiative sieht vor, dass Schweizer Unternehmen in der Schweiz vor Gericht gebracht werden können für Fehlverhalten von Tochterunternehmen und wirtschaftlich abhängigen Zulieferern im Ausland. Schweizer Richter würden auf der ganzen Welt nach Schweizer Recht urteilen müssen. Der Gegenvorschlag spricht sich gegen die Haftung aus. Nicht, weil die Unternehmen ihre Verantwortung nicht wahrnehmen sollen, sondern weil die schlicht nicht umsetzbar ist. Einerseits können Unternehmen bereits heute für Verfehlungen vor Gericht gebracht werden, und zwar dort, wo die Verfehlungen passieren. Alles andere ist ein Eingriff in die Souveränität und Rechtsstaatlichkeit anderer Nationen, die international nicht gutiert wird. Drittens, die zivilrechtliche Haftung, wie sie in dieser Initiative vorgeschlagen wird, würde unser Rechtssystem völlig umkrempeln. Hier würde die Haftung für von Dritten verursachte Schäden gelten, solange das Schweizer Unternehmen nicht in der Lage ist, seine vollständige Sorgfalt entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachzuweisen. Und dieser Paradigmenwechsel erzeugt ein Misstrauen, eine Bedrohung gegenüber unseren Unternehmen. Die Risiken sind nämlich immens. Jetzt sind es nicht mehr die Kläger, die die Schuld des Unternehmens beweisen müssen, sondern die Unternehmen, die ihre Unschuld beweisen müssen. Dies würde zu einer Lawine von Klagen führen, die viel Geld und Zeit kosten würde, Jahre der Pattsituation, in denen sich die Situation der Betroffenen nicht verbessern würde. Und geklagt wird eben in dieser Welt nicht nur aus achtenswerten Gründen,
sondern auch um Mitbewerber zu schwächen und vom Markt zu verdrängen. Wir öffnen hier Tür und Tor für Anwälte aus aller Welt im Namen von Konkurrenzunternehmen von Schweizer Firmen. Wir haben einen Gegenvorschlag, der auf Transparenz statt auf Rechtsstreit setzt. Ein drohender Reputationsverlust zwingt Unternehmen aufzuhandeln. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass wir mit dem Gegenvorschlag eine Vorlage auf dem Tisch haben, der die zentralen Anliegen der Initiative aufnimmt, ohne die Schweizer Wirtschaft, insbesondere die KMU, zu schädigen. Für die CVP ist dieser Gegenvorschlag der richtige Weg. Ich gebe gerne das Wort weiter an meine Kollegin Petra Rösser. Vielen Dank. Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie ebenfalls hier und ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen und Ihr Interesse. Jetzt mein Vorredner, Herr Pfister, hat es bereits detailliert aufgezeigt. Die Initiative verfolgt ihre Ziele. Bei Volksinitiativen sind ja aber bekanntlich nicht die Ziele entscheidend, sondern es geht eben auch um die Instrumente, die dann schlussendlich in der Verfassung verankert werden sollen. Und im Falle der Unternehmensverantwortungsinitiative sind diese Instrumente unnötig radikal, sie sind nicht zielführend und sie bergen vor allem auch ein hohes Schadenpotenzial für all unsere Unternehmen. So steht es auch für uns außer Frage, dass die Grundanliegen der Initiative unterstützenswert sind. Unsere Unternehmen müssen selbstverständlich verantwortungsvoll handeln. Sie müssen heute schon die Menschenrechte und die internationalen Umweltstandards einhalten und respektieren. Und das sehen auch unsere Schweizer Unternehmen so. Die riesige Mehrheit ist schon heute sehr engagiert, hält sich an die geltenden gesetzlichen Vorgaben und viele von ihnen gehen sogar freiwillig noch weiter. Ich bin stolz darauf, wie sich die Schweizer Unternehmen in aller Welt zur Entwicklung und was sie alles zu weniger Armut beitragen. Sie schaffen Arbeitsplätze, sie zahlen Steuern und sie investieren in die Infrastrukturen vor Ort. Sie vermitteln indirekt auch die Werte und Standards im Umgang mit Mensch und Natur. Und wenn sie sich nicht an die Menschenrechte und nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten, dann werden sie heute schon bestraft. Die Wertevermittlung geschieht nicht nur über den Export, sondern auch durch die Präsenz vor Ort und vor allem auch durch Direktinvestitionen. Trotzdem wollen die Initianten unseren Unternehmen die weltweit strengste Regulierung auferlegen, und zwar all unseren Unternehmen. Es muss dann nochmals gesagt werden, die Volksinitiative betrifft jedes Unternehmen in der Schweiz, große Unternehmen und auch KMUs, und zwar direkt oder eben auch indirekt. Um die Ziele zu erreichen, setzt die Initiative auf zwei Hauptinstrumente. Einerseits auf die umfassende Sorgfaltsprüfungspflicht und andererseits auf eine Haftungsnorm, welche die Sorgfaltsprüfungspflicht verstärkt. Die Sorgfaltsprüfungspflicht verpflichtet alle Unternehmen in der Schweiz, eine Sorgfaltsprüfung zu den effektiven und potenziellen Auswirkungen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im In- und Ausland bezogen auf Menschenrechte und auf Umwelt durchzuführen und über das Ergebnis dieser Prüfung Bericht zu erstatten. Diese Sorgfaltsprüfung soll sich auf die gesamte Wertschöpfungskette beziehen. Das heißt, die Pflichten gelten nicht nur in Bezug auf die kontrollierten Unternehmen, sondern sie erstrecken sich auf sämtliche Geschäftsbeziehungen. Und darunter fallen eben auch Zulieferer der Zulieferer oder auch die Vertriebspartner im Ausland. Das bedeutet in der Praxis faktisch die Einführung von Überwachungs- und Kontrollpflichten über die gesamte Lieferkette bis hin zum Rohstoff jedes Einzelteils. Und Sie können sich nun vorstellen, das ist ein administrativer und finanzieller Großaufwand. Der Aufwand ist für größere Unternehmen vielleicht unangenehm, vielleicht kann er bestimmt werden, er wird sicherlich sehr teuer, aber vor allem für die kleinen Unternehmungen sind diese Vorgaben in der Realität kaum umsetzbar und sie stehen vor allem dem internationalen Wettbewerb empfindlich. Bezüglich dieser Sorgfaltspflichten sieht die Initiative zwar vor, dass auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen, die geringe Risiken aufweisen, Rücksicht zu nehmen ist.
Das ist aber ein unklarer Begriff. Das heißt, wir wissen heute nicht, was das für die KMUs tatsächlich bedeuten wird, und man muss realistisch sehen. Wir leben in einer komplett vernetzten Wirtschaft. In vielen Fällen arbeiten unsere KMUs mit größeren Schweizer Unternehmen zusammen. Sie sind deren Auftraggeber und/oder Zulieferer. Und das heißt eben am Ende, dass sie auch dafür haften. Die größeren Unternehmen werden die gleichen Auflagen, die sie selbst einhalten müssen, an ihre Zulieferer im In- und Ausland weitergeben. Dazu werden sie durch die Initiative gezwungen, weil die Initiative sieht eben diese Sorgfaltspflicht vor, die sich auf alle Geschäftspartner in der Lieferkette erstrecken. Im Ergebnis werden unsere KMUs deshalb trotzdem diese für sie kaum bewältigbare Sorgfaltsprüfung durchführen müssen. Jetzt noch zum zweiten Instrument, zur Haftungsnorm. Diese Haftungsnorm soll die Sorgfaltsprüfungspflicht verstärken. Sie ist quasi die Sanktion für eine fehlerhafte Sorgfaltsprüfung, denn sie besagt Folgendes: Werden internationale Menschenrechts- und/oder Umweltstandards von einem Glied ihrer Wertschöpfungskette verletzt, dass sie rechtlich oder wirtschaftlich kontrollieren, so sollen Schweizer Unternehmen für den daraus entstehenden Schaden einstehen müssen. Von dieser Haftung befreien können sie sich nur, wenn sie lückenlos nachweisen, dass sie ihre Sorgfaltsprüfungspflichten eingehalten haben und unabhängig vom ansonsten geltenden internationalen Zivilprozess soll für entsprechende Schadensersatzklagen eben der Schweizer Gerichtsstand bestehen. Die Haftungsklausel der Initiative umfasst explizit alle Unternehmen mit Sitz, Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in der Schweiz. Sie macht also keine Ausnahme für die KMUs. Schon für Konzerne führt dies zu einem kaum tragbaren Haftungsrisiko, weil es ist primär Aufgabe der Staaten sicherzustellen, dass Menschen- und Umweltrechte respektiert werden. Unternehmen haben keine Hoheitsrechte und keine Durchsetzungsinstrumente. Ihr Handlungsspielraum ist schlicht und einfach begrenzt. Und weltfremd ist auch die Vorstellung, dass es weltweit tätigen Unternehmen, selbst wenn sie höchste Corporate Social Responsibility Standards haben, dass es ihnen eben gelingt, jegliche Missstände bei ihren Zulieferern oder den Zulieferern von Zulieferern zu verhindern. Ihre Einflussmöglichkeiten auf die Lieferanten und Unterlieferanten im Ausland sind limitiert, sie sind vielleicht gar nicht vorhanden, weil es sind immer noch auch die Zulieferer, sind selbstständige Unternehmen mit einem eigenen Management. Das heißt, sie lassen sich auch nicht gleichermaßen kontrollieren, wie wenn ein in das Unternehmen voll integrierter Geschäftsbereich betroffen ist. Das sind immer noch große Unterschiede. Und weil wenn es bei einem KMU wohl kaum vorkommen wird, dass sie andere Unternehmen rechtlich oder wirtschaftlich kontrollieren, werden sie eben indirekt auch hier voll in die Pflicht genommen werden. Nämlich sobald sie mit anderen Schweizer Unternehmen zusammenarbeiten, die diesem Haftungsrisiko ausgesetzt sind. Mit sogenannten Back-to-Back-Verträgen werden Unternehmen eigene gesetzliche Haftungsrisiken absichern und diese per Vertrag an ihre Lieferanten und eben auch die kleineren Unternehmungen weitergeben. Schlussendlich darf aber nicht vergessen werden, Unternehmen sind auch Arbeitgeber. Und dadurch, dass sich die Initiative derart negativ auf einen Großteil der Schweizer Unternehmer auswirkt, wird dies allgemein zu einer Verschlechterung der Wirtschaftslage führen, wovon dann wiederum jedes Schweizer Unternehmen, eben auch die kleinen KMUs, betroffen sein werden. Und deshalb ist die Initiative eine Gefahr für die Arbeitsplätze in der Schweiz. Lassen Sie mich nun die Auswirkungen der UWI in 2 Sätzen zusammenfassen. Dieser internationale Alleingang schadet unserem Land, den Unternehmen und vielen Arbeitsplätzen direkt und erheblich. Und gerade in der aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeit können wir uns solche Hochrisikoexperimente nicht erlauben. Besten Dank. Ich gebe das Wort nun gerne weiter an Martin Kieser. Grazie Petra.
Buongiorno a tutti anche da parte mia. Oggi avrete anche la fortuna di sentire un po' di italiano e quindi in questo senso inizio con questa conferenza dicendovi che questa è un'iniziativa che fa male alla Svizzera e che non risolve nulla. Come reagiremmo se un paese cercasse di imporci il proprio modo di gestire gli affari? Potete sicuramente indovinare cosa pensi il presidente dell'UDC, ma sono sicuro che questo provocherebbe forti proteste anche tra tutta la popolazione e in tutti i partiti. Questo però è proprio ciò che propone l'iniziativa per imprese responsabili. La Svizzera dovrebbe imporre la sua etica al mondo intero e sostituirsi alla giustizia degli altri paesi. Non è né auspicabile né fattibile, ma soprattutto l'iniziativa crea degli enormi rischi per le imprese svizzere che mettono in pericolo la nostra prosperità e ci costeranno molto caro. La Svizzera è orgogliosa delle sue piccole, medie e grandi imprese attive in tutto il mondo. Pochi paesi sono paragonabili sotto questo punto di vista. La stragrande maggioranza di esse applicano standard svizzeri, in particolare in materia di etica degli affari e del rispetto dei diritti umani e dell'ambiente. Queste imprese offrono condizioni di lavoro dignitose in luoghi in cui il rispetto delle regole più basilari non è evidente. Ed è a tutte queste imprese che mira l'iniziativa, facendole apparire come sospette e colpevoli. Detto questo, vorrei chiarire che non si tratta di eludere degli obblighi evidenti. Le imprese svizzere devono naturalmente rispettare i diritti umani e le regole fondamentali nelle loro attività all'estero. Ma non è questo il fondo del problema, piuttosto lo è la via proposta dall'iniziativa. Su quali basi i paesi interessati dovrebbero infatti accettare che i giudici svizzeri si pronuncino su casi che li riguardano? Si tratta di una violazione intollerabile della loro sovranità, che noi stessi non accetteremmo. Inoltre è anche un segno neocolonialista di disprezzo e significa che noi reputiamo la giustizia degli altri paesi non all'altezza di affrontare queste problematiche. Entrando nel concreto, per poter giudicare un caso in Svizzera, sarebbe necessario svolgere un'indagine nel paese in cui è avvenuto il fatto. Ma come potrebbero gli investigatori svizzeri svolgere il proprio lavoro nei paesi interessati, soprattutto se quest'ultimi sono in guerra o lo Stato è piuttosto debole? Sarebbe una forma di giustizia totalmente indegna della Svizzera. L'iniziativa renderebbe le imprese svizzere responsabili di atti commessi all'estero da imprese straniere. Inoltre l'iniziativa le metterebbe fin dall'inizio in una posizione di svantaggio nelle future cause legali. Questo sarebbe un vero e proprio regalo ai loro concorrenti, che non sarebbero soggetti a regole così severe. L'ONG e gli avvocati più aggressivi, soprattutto quelli americani, non aspettano altro che questa occasione per poter sporgere denuncia. Anche se queste risultassero infondate, i danni alla reputazione delle imprese sarebbero comunque enormi. Ciò comporterà anche dei costi e l'utilizzo di risorse considerevoli che sarebbe molto più utile consacrare allo sviluppo di attività delle imprese, in particolare nei paesi interessati. L'introduzione di un regolamento unico al mondo provocherà una disparità di trattamento ingiustificabile tra le imprese svizzere e quelle straniere. Perché una capsula di caffè prodotta in Svizzera dovrebbe essere considerata sospetta, mentre un'altra prodotta da un produttore italiano e venduta nello stesso negozio non sarebbe un problema? Questo è un caso da manuale di ciò che accade quando si vuole essere i primi della classe. Quando ho detto che l'iniziativa demonizza le imprese svizzere attive all'estero, basta guardare quello che viene richiesto loro in materia di dovuta diligenza. Le imprese dovrebbero sorvegliare le società che controllano l'estero, il che è normale, ma a quanto pare non sufficiente per gli iniziativisti. Essi propongono infatti di estendere l'obbligo di valutare i rischi e di prevenire o impedire la violazione dei diritti a tutte le relazioni di impresa. Molto concretamente, le imprese dovrebbero controllare tutta la catena di approvvigionamento, ovvero il fornitore del fornitore del fornitore, eccetera. Il compito sarà titanico, specialmente per le piccole e medie aziende, e molto difficile da mettere in pratica concretamente. In caso di un'azione legale per responsabilità civile, le inevitabili scappatoie appariranno un varco per i querelanti e i loro avvocati. I promotori dell'iniziativa sanno bene che la loro proposta è molto problematica e cercano di minimizzare i rischi. Racconta che le piccole e medie aziende verrebbero risparmiate, ma la realtà è ben differente. Molte imprese sono attive all'estero e quindi prese di mira dall'iniziativa.
Le eventuali eccezioni previste per le piccole e medie aziende sono descritte in modo molto vago e non sono previste in caso di responsabilità. Le piccole e medie aziende attive in Svizzera non sono al sicuro poiché sono spesso subappaltatrici di imprese internazionali. Quest'ultime, comprensibilmente, cercheranno di limitare i rischi creati dall'iniziativa richiedendo alle piccole e medie aziende di assumersi la responsabilità per tutti i prodotti che forniscono. Ma questa è già una realtà, ad esempio, per i subappaltatori dell'orologeria che lavorano con loro. L'aggiunta di scartoffie e l'esposizione di nuovi rischi è qualcosa a cui le piccole e medie aziende non hanno davvero bisogno. Sebbene le questioni sollevate dall'iniziativa siano pertinenti, le soluzioni proposte sono preoccupanti. L'accettazione di questo testo penalizzerebbe pesantemente le imprese svizzere e non solo loro. Siamo come ipnotizzati dagli attivisti che cercano in tutti i modi di far passare l'idea che i contrari all'iniziativa siano senza cuore e senza scrupoli. È tempo di svegliarsi, la loro iniziativa è più dannosa rispetto ai benefici che potrebbe provocare. Vi ringrazio per l'attenzione e passo volentieri la parola alla collega Isabelle Chevalet. Merci beaucoup, cher Marco. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de mes multiples engagements en Afrique. Pourquoi ? Parce que ça me permettra de vous expliquer pourquoi cette initiative est néocolonialiste. Je me suis rendue à plusieurs reprises dans des plantations de cacao, dans des champs de coton. Mon engagement le plus fort, il est pour le recyclage des déchets en Afrique. Ici, je suis dans une décharge au Libéria. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Zéro déchet en décharge, c'est possible ». Et puis, je donne plusieurs conférences. Ici, c'est à Kinshasa, à l'Université catholique du Congo. Et ça me permet de pouvoir expliquer et aider les gens à créer des micro-entreprises pour être finalement autonomes dans ce recyclage des déchets. C'est en fait assez vert libéral. L'autre chose sur laquelle je me suis beaucoup engagée en Afrique, c'est aussi concernant le nucléaire. Parce qu'on dit ici que le nucléaire est propre, alors qu'on extrait l'uranium en Afrique. J'ai voulu aller voir de moi-même dans les mines d'uranium de Areva à Arlit au Niger, ce qui a donné lieu quand même à pas mal d'aventures, puisque c'était en pleine zone rouge. Je m'engage depuis presque 20 ans avec l'association Terrefaune, dont je suis la secrétaire générale depuis 20 ans, donc bien avant mes engagements politiques, qui lutte pour la sauvegarde des espèces animales en voie de disparition. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous me voyez ici à Berne m'engager pour tout ce qui est la protection animale. Enfin, mon pays d'adoption, le Burkina Faso, je m'engage aux côtés des plus pauvres, des enfants, mais aussi des paysans. C'est pour ça que j'ai apporté aujourd'hui cette daba, parce que j'ai soutenu des paysans ici à Waïgouya, au nord du Burkina, et c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais offert, parce que c'est un cadeau très symbolique, puisque c'est l'outil de travail des paysans au Burkina Faso. Alors, vous imaginez bien que si cette initiative pouvait résoudre les problèmes de l'Afrique, je serais évidemment la première à la soutenir et à la soutenir des deux mains. Mais les problèmes en Afrique sont bien plus complexes, et ce n'est pas une simple votation en Suisse qui va les résoudre. Et non seulement ce n'est pas cette votation qui va les résoudre, mais elle va les empirer. Donc, le meilleur moyen de comprendre pourquoi, c'est déjà de se dire, on parle beaucoup du travail des enfants dans les champs. Pourquoi un enfant en Afrique est dans les champs? Mais il y a différentes raisons. Première raison, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école proche de chez lui, il ne peut pas aller à l'école. Deuxième raison, il n'y a plus de place à l'école. Troisième raison, les parents n'ont pas les moyens de payer l'école. Alors oui, l'école est gratuite, mais il faut un uniforme, il faut le kit scolaire. Et ces frais-là, ce n'est pas anodin. Les parents, parfois, ne peuvent simplement pas se les payer. Alors, moi, je vous le dis, vous n'allez peut-être pas me croire. C'est pour ça que je me suis permise de vous amener un témoignage du directeur de l'école de Kao. Je me suis rendue au mois de juillet à 15 km de Waïgouya, au nord du Burkina Faso. Et j'ai recueilli ce témoignage du directeur de l'école de Kao. Et vous allez voir par vous-même ce qu'il dit. Vous voyez dans quelles conditions nous travaillons. Nous avons ces enfants, les enfants sont dans ces classes, sans pas. Donc réellement, et nous ne pouvions plus consommer même un tiers des enfants. Beaucoup d'enfants sont à la maison par manque de local, par manque d'établissements. Nous sommes contraints de travailler avec les moyens du corps. Voilà. Nous avons à peu près un effectif de plus de 500 élèves ici. Voilà. Avec ces 500 élèves, les deux écoles réunies, nous retrouvons avec moins de 120 apprenants. Donc, et il n'y a
et 9 classes construites et les 3 classes sont sous des périodes. Donc, ce sont les réalités du Burkina et nous sommes contraints de travailler dans ces conditions. Les anciens sont contraints de répartir en vie par manque de logement. Nous travaillons toujours avec des moyens rudimentaires car il n'y a même pas d'ordinateur de saisie, il n'y a rien. Voilà. Donc, ce sont les réalités de notre vie. Ce n'est pas une exception, c'est la règle. C'est la règle au Burkina. Il dit quoi, le directeur? Il dit qu'il a 500 élèves et qu'il peut prendre qu'un tiers des élèves. Ça veut dire qu'il y en a 1000 qui sont à la maison. Vous croyez que quand on est en brousse au Burkina Faso et qu'on est à la maison, vous croyez qu'on fait quoi? Eh bien, on suit les parents au champ. Parce qu'il n'y a pas de garderie, les anciens ne gardent pas les enfants. Ils ont une jolie expression au Burkina, ils disent quand tu as la chance d'être vieux, eh bien on te laisse te reposer. Parce qu'un vieux qui arrive est vieux, c'est qu'il est vraiment fatigué, il n'a pas l'énergie de s'occuper des enfants comme chez nous. Il nous dit aussi qu'il a 120 tables avec les bancs sur 500 élèves. Ça veut dire qu'ils sont 4 à 5 par table banc, comme ils disent. Et puis il a 9 classes et 3 classes sous paillotes, ils sont 500 élèves. On parle d'un effectif de 40 à 50 élèves par classe. Ça, c'est les réalités du Burkina. Donc quand on veut se préoccuper de savoir si un enfant est dans les champs, commençons par nous préoccuper de savoir pourquoi cet enfant est dans les champs. Et alors, même s'il va à l'école, eh bien les enfants au congé, ils vont dans les champs. C'est pas surprenant de les voir. Parce que, encore une fois, les parents ne peuvent pas les laisser à la maison. Alors on fait quoi? On les voit, ça c'est mes photos quand je vais au Burkina Faso. On les voit, ils s'occupent de leurs petits frères et sœurs, ils surveillent que les animaux n'aient pas mangé les cultures, ils vont chercher de l'eau pour les parents, ils font différentes activités, et puis les plus grands vont aider les parents. C'est comme ça. Moi, j'aimerais juste rappeler qu'en Suisse, le permis de tracteur est à 14 ans. J'ai posé la question au Conseil fédéral durant la dernière session, à quel âge on considère que c'est du travail des enfants en Suisse? 15 ans révolus. Ah, c'est intéressant quand même, parce qu'on donne un permis de tracteur à 14 ans, alors moins que c'est pour aller dans les balles, mais a priori c'est plutôt pour aller travailler, et puis c'est 15 ans. Mais j'ai pas vu les ONG suisses aller se plaindre de permis de tracteur à 14 ans en Suisse. Hein. Et puis je vous rappelle juste que les vacances de pommes de terre, on les a eues pendant longtemps, moi j'ai 48 ans, je les ai vécues, il y a les vendanges, et puis qu'il n'a jamais été choquant de mettre à contribution les enfants en Suisse pour donner un coup de main lorsqu'il y avait énormément de travail. Alors aujourd'hui, ok, pour les pommes de terre, on a les Polonais qui viennent sur des machines, récolter à notre place, c'est bien. Ben, imaginez qu'au Burkina, il n'y a ni les Polonais ni les machines, donc c'est un peu facile de venir donner des leçons depuis ici au pays en Afrique. Nos entreprises sont actives, nos entreprises ont bien compris la problématique, et quand on regarde les zones avec le coton ou le cacao, c'est les zones qui ont le plus d'écoles. Si je prends simplement Nestlé en Côte d'Ivoire, ils ont construit en 2012 et 2019 49 classes, 49 écoles. Parce qu'eux, ils ont compris la cause de pourquoi les enfants sont dans les champs. Et c'est en agissant sur la cause et pas sur la conséquence que finalement on va résoudre ce problème. Alors c'est toujours intéressant de voir des ONG qui nous expliquent les choses. Alors là, j'ai un magnifique rapport de Pain pour le prochain qui nous explique qu'en fait, le titre « Le profit plus important que les droits humains, l'extraction de l'or au Burkina Faso et la responsabilité de la Suisse ». Donc une des critiques, c'est de dire, quand on fait des grandes mines industrielles, il y en a à peu près 5 au Burkina Faso, eh bien il faut déplacer ces villages. Et puis on ne tient pas compte des villageois. Donc il y a 5 mines industrielles et il y a à peu près plus de 500 mines artisanales. Il faut bien comprendre que les enfants ne sont pas dans les mines industrielles. C'est des gros trucks, des grosses machines, il n'y a pas d'enfants, ça ne fait aucun sens de mettre les enfants là-dedans. Les enfants sont dans les mines artisanales, qui ne sont pas gérées par des entreprises, mais qui sont gérées par les familles. Alors, dans ce rapport de Pain pour le prochain, c'est très intéressant parce qu'on le dit à la page 16. Donc, la critique, c'était qu'on a déplacé ces populations dans d'autres endroits pour pouvoir faire le trou de la mine, c'est marqué. Son mari continue de chercher de l'or, elle l'aide parfois, les enfants aussi. Donc ils admettent que les enfants aident à chercher de l'or. Et dans la conclusion et recommandation de ce rapport, vraiment, c'est marqué « Ils ne peuvent plus pratiquer l'empaillage ou l'exploitation aurifère artisanale pour se procurer un revenu d'appoint, ce qui porte atteinte à leur droit à l'alimentation, à l'eau et au travail. » C'est une blague. C'est une blague. 2 ONG, Pain pour le prochain, Action de Carême, qui critiquent, qui disent qu'ils ne peuvent plus faire de l'orpaillage artisanal, et ça porte atteinte à leurs droits.
Mais on est où là? Dans un rapport des droits humains du ministère du Burkina Faso, ils disent dans la région des Hauts-Bassins, les enfants sont victimes des pires formes de travail sur les sites d'orpaillage. C'est pas dans les champs qu'il y a les pires formes de travail des enfants, c'est dans les sites d'orpaillage. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'en définitive, on dit, eh bien, continuez de faire de l'orpaillage, ça leur permet d'avoir un revenu d'apprendre. Franchement, c'est pas sérieux. Dans le compte projet, c'est très intéressant. Dans le compte projet, on a fait un exercice au Conseil national, c'est de faire une espèce de loi d'application de l'initiative. Parce que les initiants étaient d'accord de retirer leur projet si on appliquait ce contre-projet du Conseil national. Et dans ce contre-projet, c'est intéressant parce qu'il est marqué que le Conseil d'administration prend des mesures pour garantir que la société respecte à l'étranger les dispositions déterminantes dans ses domaines d'activité relatifs à la protection des droits de l'homme et à l'environnement. Le terme de garantir, il n'est pas anodin, parce que l'initiative, elle se base sur les principes des Nations Unies sur les droits humains. Ces principes des Nations Unies, ils disent quoi? Ils disent que les entreprises doivent prendre des mesures pour atténuer les effets négatifs. Les Nations Unies n'ont jamais dit qu'une entreprise devait garantir. Vous imaginez bien qu'aucune entreprise ne pourra garantir qu'il n'y a pas de travail des enfants. C'est simplement impossible. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dans les pays qui sont tout le temps sous le feu des ONG, je peux parler du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, ils sont tout le temps attaqués par les ONG. Les entreprises suisses qui ne voudront pas péjorer leur réputation, c'est très simple, elles vont se retirer de ces pays. Et qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas dire qu'on fait des menaces en l'air, c'est ce qui va se passer. Eh bien, le marché, vu qu'on a un gros hub du négoce en Suisse, le marché va se concentrer sur quelques acheteurs, les Turcs, les Chinois. C'est vrai que c'est des gens qui sont connus pour respecter les droits humains. Ces gens, sachant qu'une grosse partie des clients est partie, ils vont faire pression sur le prix du coton. Et ils vont faire baisser ce prix. Finalement, on n'aura sorti aucun enfant des champs et on va encore les appauvrir. Alors moi, j'aime beaucoup parce que les initiations, ils font toujours de l'Afrique. Toujours, c'est dans la cible. Mais ce n'est pas une initiative pour aller moraliser l'Afrique. C'est pour le monde. Mais comment on va les faire en Chine? On va aller expliquer les droits humains aux Chinois. Ça, je me réjouis parce que dans les droits humains, il y a par exemple la liberté syndicale. Je vous invite à aller relire les droits humains. Il y en a une trentaine. Le droit au loisir, le droit au congé payé, la liberté syndicale. Je pense que les Chinois vont beaucoup aimer qu'on ait leur expliqué qu'il faut faire une liberté syndicale. Alors on nous dit, oui, mais la Chine. La Chine, c'est un gros partenaire économique de la Suisse. Donc ce sera simplement impossible d'aller vérifier les droits humains en Chine, ça sera impossible d'aller enquêter en Chine, et quand notre armée achète 18 millions de masques en Chine, j'aimerais bien savoir si ils se sont assurés du respect de la chaîne des droits humains. Donc en résumé, cette initiative a pour seul but de se donner une bonne conscience, mais elle ne résoudra aucun des problèmes. Et permettez-moi de vous dire, terminer, un petit proverbe en Djoula. Le Djoula, c'est une des langues parlées au Burkina Faso, qui est proche du Bambara, qui est parlé au Mali. Ni Tara Dugura, Katasoro Mogo Igi Tamara Okungan, Ifene Katama Ikungan. Si tu arrives dans un pays et que les gens marchent sur la tête, alors marche sur la tête. Je vous remercie et on est à disposition pour vos questions. À disposition. Qui a des questions? Qui se lance? On était aussi clair que ça. Monsieur Christophe, peut-être, on a monsieur Debulement ce matin qui disait que les bons chrétiens devaient soutenir l'initiative. Est-ce que vous n'êtes pas un bon chrétien? Je me permets de répondre en allemand parce que quand il s'agit des questions théologiques, il faut être précis. Ich bin zutiefst überzeugt, dass man als guter Christ für und gegen diese Initiative sein kann. C'est une question de foi, et la foi est personnelle. Moi aussi, je m'appelle Chiesa. Pas de problème. Mais c'est intéressant votre question, parce que c'est exactement à ça que vont résumer les initiants. Ils vont dire, soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, vous êtes du côté des gentils ou des méchants. Le monde, il n'est pas noir ou blanc, le monde est gris. Et là, on a un vrai problème, parce que finalement, on est tous d'accord, même on l'a tous dit autour de la table, ça soulève
les bonnes questions, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, il faut y amener les bonnes réponses, il ne faut pas empirer le problème.